Elle a manifesté au Caire, gagné des prix pour sa lutte contre la tyrannie et dénonce les mensonges du Hamas, de l'islam radical et de leurs soutiens occidentaux. Dalia Ziada a tout risqué pour dire la vérité, mais son geste le plus audacieux reste de dénoncer le silence du soi-disant monde des droits de l'homme. Après le 7 octobre, entretien avec Ashley sur JNS, ravi d'accueillir Dalia Ziada aujourd'hui. Dalia, bienvenue dans l'émission. Je suis tellement ravie de te parler. Cela fait longtemps que nous n'avons pas discuté et je suis vraiment impatiente de partager ton histoire avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ton histoire, ton message et ta voix sont particulièrement importants aujourd'hui. Merci H, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. Commençons par apprendre à mieux te connaître. Je suis sûre que tu as déjà raconté cette histoire, mais dis-nous, d'où viens-tu, où es-tu née et comment es-tu devenue militante? Alors, je suis une écrivaine égyptienne. Je suis née et j'ai grandi en Égypte. J'y ai passé toute ma vie. Je crois profondément en la démocratie libérale et c'est l'une des choses auxquelles j'ai consacré toute ma vie. Mais en réalité, j'étais comme tous les autres Égyptiens en grandissant. Je pensais qu'Israël était un grand ennemi et que le peuple juif était notre ennemi religieux. Et en fait, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, à la mosquée et même dans les médias. Où que vous alliez, tout l'écosystème vous dit de haïr Israël et les Juifs. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce qu'en fait, quelque chose de magique m'arrive lors de ma première année à l'université en tant qu'étudiante de premier cycle. C'était à l'époque de la deuxième intifada et c'était quelque chose de très important. Au Moyen-Orient, surtout en Égypte, les manifestants étaient partout et prenaient cela très au sérieux, comme si la guerre se déroulait en Égypte. Il y avait des manifestants sur tous les campus, y compris sur le mien à cette époque, et je venais juste de rejoindre les manifestants. Comme tout le monde, vous savez, je mettais un kéfier, je me promenais sur le campus avec, c'était quelque chose de tendance sur le campus. Et étant naïve, j'avais 18 ans à l'époque. Je ne voyais pas le monde extérieur, seulement ce qui m'était présenté à l'intérieur de l'Égypte. Je ne connaissais pas vraiment la vérité sur la situation. Donc, j'ai rejoint ces manifestants et après environ 2 mois, les organisateurs de la manifestation ont fait quelque chose qui m'a vraiment choquée. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai appris que ces personnes qui organisaient ces manifestations étaient les frères musulmans. Cela n'est peut-être pas surprenant comparé à ce que l'on observe aujourd'hui sur les campus américains et occidentaux. Et donc, ce jour-là, lors de cette manifestation particulière, par une belle journée ensoleillée au Caire, les organisateurs de la manifestation ont décidé de brûler quelques drapeaux. Brûler successivement les drapeaux israéliens, américains et égyptiens lors d'un spectacle m'a profondément choquée. Cela a provoqué une dissonance cognitive qui m'a fait tout remettre en question. En commençant par ma propre religion, l'islam, jusqu'à ce que l'Égypte signifiait pour moi. Et puis, qu'est-ce qu'Israël exactement et qui sont les Juifs? Et j'ai pris une année loin de tout le monde, juste à étudier tout cela. Et depuis, ma vie a changé complètement. J'ai perdu de nombreux amis et des membres de ma famille, comme des cousins, durant ce processus, mais je suis devenue une nouvelle personne. J'ai compris qu'Israël est en réalité un bon voisin, et j'ai compris que le peuple juif est autochtone du Moyen-Orient. Ils ne sont pas des étrangers, ils ne viennent pas d'ailleurs, comme on nous l'a toujours dit, et ils ne sont pas nos ennemis. Et si ce n'était pas à cause de cette soi-disant cause palestinienne, les peuples juifs et musulmans seraient les plus proches les uns des autres. Donc cela m'a changé à jamais. Et depuis, étudier et œuvrer pour la paix est devenu ma profession, ma passion, mon tout. J'ai deux questions sur ce que vous venez de dire. D'abord, pourquoi brûlait-il le drapeau égyptien? Et deuxièmement, quand on vous a dit que les Juifs ne sont pas indigènes du Moyen-Orient, d'où vous a-t-on dit qu'ils venaient? Alors, laissez-moi commencer par la deuxième question. On nous a toujours dit que le peuple juif n'appartient pas au Moyen-Orient et qu'ils sont des agents de l'impérialisme occidental et qu'ils sont implantés délibérément par cet impérialisme occidental au Moyen-Orient pour diviser le Moyen-Orient, pour semer le chaos au Moyen-Orient.
Mais en réalité, je veux dire, regardez, aujourd'hui, Israël sauve le Moyen-Orient de l'Iran et de ses milices, ainsi que d'autres organisations terroristes comme le Hamas et donc Israël. Avant cette guerre, Israël dominait déjà la région dans les affaires, la technologie, les start-up et bien d'autres domaines. En réfléchissant logiquement, on voit que le mensonge était vraiment énorme. Pour la première partie de votre question, pourquoi des groupes comme les Frères musulmans n'hésitent pas à brûler le drapeau américain ou le drapeau égyptien, même s'ils sont sur le sol égyptien. Et malheureusement, ces actes ont aussi été tolérés par la police égyptienne, qui se tenait autour d'eux sur notre campus et les protégeait en quelque sorte pour qu'ils puissent faire ces manifestations. Mais les frères musulmans, pour beaucoup de gens qui ne le savent pas, ne croient pas en ce qu'on appelle l'État-nation. Ils considèrent que nous appartenons à une sorte de, pas un système de califat, mais à une seule Oumma, une seule nation qui dépasse les frontières. Que cette structure des États-nations modernes, des États-nations démocratiques et libéraux, ou même des républiques, n'est pas quelque chose d'islamique. De leur point de vue, le dirigeant des frères musulmans, je crois en 2007 ou 2008, à cette époque, il a fait une déclaration choquante disant « Il n'existe rien qui s'appelle la patrie ». La patrie n'est qu'un tas de poussière, il n'existe rien qui s'appelle la patrie. Donc cela fait partie de leur idéologie, alors il leur est très facile de brûler le drapeau que d'autres Égyptiens honorent comme un signe de leur appartenance du lieu auquel ils appartiennent. C'est intéressant car cela ressemble comme organisation et idéologie. Ils sont aussi extrêmement hypocrites. D'un côté, ils disent qu'il n'existe pas de patrie et de l'autre côté, le Hamas, qui fait partie des frères musulmans, se bat au nom d'une soi-disant patrie. Est-ce typique des frères musulmans d'être hypocrites? Oui, c'est un jeu. Écoutez, tout ce qu'ils disent, ils prétendent se battre pour la cause palestinienne. J'appelle toujours cela la soi-disant cause palestinienne, car elle a des sens variés selon chacun. Vous savez, j'utiliserai le mot naïf, mais ce n'est pas une insulte, ils sont vraiment naïfs, vraiment naïfs. Même les décideurs politiques occidentaux y croient. La cause palestinienne consiste, vous savez, à construire un État palestinien, à offrir un meilleur avenir au peuple palestinien. Mais la réalité n'est pas celle-là. Si vous allez aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie ou dans tout autre pays arabe et demandez ce qu'est la cause palestinienne, on vous répondra. Il s'agit de détruire l'État israélien, cela n'a rien à voir avec l'État palestinien. Donc, le Hamas, quand ils prétendent qu'ils sont là pour construire un État pour la Palestine, ce sont des menteurs, ils ne croient même pas au concept d'État-nation lui-même. Mais c'est une bonne couverture pour leur terrorisme, c'est un bon moyen d'obtenir une légitimité pour leurs actes terroristes contre Israël qu'ils appellent résistance. Donc, ce n'est qu'une excuse. Waouh, oui. Et évidemment, vous savez, en tant que personne qui a étudié, j'ai étudié pendant de nombreuses années l'histoire de l'État d'Israël et de la région. Je veux dire, c'est extrêmement hypocrite. Pendant 19 ans, la Jordanie et l'Égypte contrôlaient Gaza et la Cisjordanie sans créer d'État palestinien. Cela interroge sur leur véritable motif. Mais je veux vous ramener au 7 octobre parce que le 7 octobre a été un jour décisif pour tout le monde dans l'État d'Israël. Mais c'était aussi un jour décisif pour vous personnellement. Racontez-nous ce que vous avez fait le 7 octobre ce matin-là, quand vous vous êtes réveillé. Cela a changé votre vie, probablement pour toujours. Avant le 7 octobre, je dirigeais un groupe de réflexion sur la démocratie libérale au Caire. Et une partie de son travail consiste aussi à lutter contre les frères musulmans. Personnellement, ma passion pour la paix et le dialogue arabo-israélien et musulmano-juif a toujours été là. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé avec des partenaires israéliens pour promouvoir le dialogue arabo-israélien. Et donc, j'avais vraiment de bonnes relations. Nous avons vécu des succès remarquables, notamment avec les accords d'Abraham. Pendant un temps, nous avons cru la paix possible, que nous pouvons vraiment un jour être une région calme et paisible où les Israéliens vivent à côté des Arabes sans aucun problème.
Malheureusement, le 7 octobre est arrivé. Je me souviens bien que ce jour-là, j'étais décalée à cause du décalage horaire, car j'étais aux États-Unis peu avant, où je parlais de la nouvelle ère au Moyen-Orient et de l'ultraviolet. C'est très euphorique, vous savez, c'est fou. Mais ensuite, j'étais décalée à cause du décalage horaire. J'ai commencé à recevoir des notifications d'actualité sur mon téléphone venant de médias arabes. Et tout disait des choses comme il y a eu un affrontement, une sorte d'affrontement entre des soldats israéliens et des militants du Hamas. Nous vivons dans la région et savons que ce genre d'information est habituel, rien de nouveau. Mais ils n'ont rien mentionné à propos des horreurs qui se sont produites le 7 octobre. J'ai commencé à chercher, à essayer de trouver des images. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à quelques jours après cela. J'ai été invitée à une visioconférence organisée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense en Israël. Là-bas, ils nous ont montré les véritables images de ce qui s'est passé le 7 octobre et cela me hante encore aujourd'hui. Cela fait déjà 2 ans et j'en fais encore des cauchemars. J'ai seulement regardé sur mon ordinateur sans le vivre. Je ne peux donc pas vraiment imaginer ce que ressentent ceux qui l'ont vécu. Mais après avoir vu ces horreurs, les meurtres, le viol des femmes, l'attaque contre tout et tout le monde, y compris les animaux, même les arbres, les bébés, les jeunes enfants, c'est l'impensable. Et ils ont attaqué des gens, pas pendant qu'ils portaient des armes et se battaient. Disons que ce n'est pas une situation de guerre. Ils les ont même attaqués chez eux, le matin de la fête, et c'était horrible, horrible. Je veux dire, nous savons tous à quel point c'est horrible. Mais ensuite, j'ai pensé que je devais prendre la parole, je devais dire la vérité à mon peuple qui est trompé, mon peuple, je veux dire mes compatriotes égyptiens, arabes et musulmans qui sont trompés, en leur faisant croire qu'il ne s'agissait que d'un affrontement entre Israéliens et militants du Hamas. Je suis allée sur mes réseaux sociaux et j'ai commencé à en parler et, à ma grande surprise, j'ai découvert que mon peuple célébrait le 7 octobre. Ils étaient heureux de voir ces images et heureux de considérer ces événements comme une victoire pour le Hamas, la soi-disant résistance et le soi-disant État palestinien ou la cause palestinienne. Donc, j'ai immédiatement commencé à les critiquer aussi et à dire que c'était mal. J'ai soutenu les victimes du 7 octobre Israël et condamné le Hamas, ce qui a aussitôt provoqué une vague de réactions contre moi. Cela a commencé par des personnes qui ont commencé à m'envoyer des menaces de mort, jusqu'à des islamistes radicaux qui sont venus chez ma famille pour vouloir me tuer. Et pire encore, le gouvernement égyptien, les autorités de sécurité égyptiennes qui ont refusé de me protéger. Et pas seulement cela, ils ont même intenté des poursuites judiciaires contre moi, m'accusant d'être la traîtresse, l'espionne du Mossad israélien. Et aussi la personne, vraiment, l'une des accusations portées contre moi était que l'une des poursuites d'État les plus notoires est en train d'examiner en ce moment, c'est cela. Je suis considérée comme une menace pour la sécurité nationale de l'Égypte, alors que ceux qui soutiennent Hamas, véritables terroristes, ne le sont pas. Voilà la tragédie dans laquelle nous vivons. J'ai donc dû partir très rapidement, malheureusement, en laissant derrière moi tout ce que je possédais et tous ceux que j'aimais. Mais j'ai dû fuir pour sauver ma vie et je l'ai fait en seulement 5 heures. C'était très douloureux, mais j'ai eu la chance d'avoir des amis formidables en Israël et aux États-Unis qui sont intervenus malgré leur propre douleur. Ils sont intervenus très vite pour me sauver. Grâce à Dieu, je suis toujours en vie, active et j'essaie encore de changer le monde. Comment ta famille a-t-elle réagi? Tu sais, est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce qu'ils te soutiennent dans le fait de défendre ta vérité? Ou as-tu eu l'impression que ta famille ne te protégerait pas non plus? Comment est cette dynamique? Ça doit être extrêmement difficile. Tu n'as probablement pas vu ta famille. Depuis 2 ans. Oui, malheureusement, tu sais, ils ne m'ont pas soutenu. Ils ont choisi l'autre camp. Et je peux comprendre que c'est peut-être à cause de l'énorme honte sociale qu'ils ont subie. Ensuite, les médias égyptiens m'ont traité d'espionne sioniste, etc. Oui, ils craignaient aussi pour leur vie, mais malheureusement, ils n'étaient pas non plus d'accord avec ma position.
Et oui, c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Être abandonné par sa propre famille à cause d'une position politique, tu te rends compte, c'est fou chaque fois que j'y pense. On peut être en désaccord autant qu'on veut, mais on devrait rester une famille. Et comment ça se fait que ta famille t'abandonne? Non seulement à cause d'une question politique, peut-être liée à ton pays, mais en plus à propos d'un autre endroit appelé Gaza, auquel tu sais très bien qu'on n'appartient même pas. Mais malheureusement, ce n'est qu'un aperçu douloureux de l'endoctrinement de l'esprit arabe. J'ai tellement de questions. Je veux te les poser. Tout d'abord, clairement, on voit que tu es une femme musulmane. Tu portes le voile. Tu es une femme musulmane pratiquante. Comment peux-tu expliquer au public qui regarde la différence entre... Tu sais, les gens en Amérique ont très peur d'être traités d'islamophobes, n'est-ce pas? Oui. Peux-tu expliquer un peu de ton point de vue parce que tu as utilisé les mots extrémistes, islamistes, radicaux, fondamentalistes? En quoi le terme islamiste diffère-t-il d'une femme simplement musulmane pratiquante? Oh, il y a une grande différence. Les gens, dans la mentalité occidentale en général, pensent que lorsqu'ils regardent les musulmans, ils ne les voient que dans deux groupes. Soit des groupes extrémistes comme les djihadistes qui portent des armes et tuent des gens comme les djihadistes violents, soit ce qu'ils appellent les musulmans modérés, et ce n'est même pas un terme exact. Il n'existe pas de musulmans modérés. Pour comprendre les musulmans, il faut voir qu'il y a bien plus que deux groupes, c'est vaste. C'est un spectre très large de différentes nuances de musulmans et d'islamistes, allant de l'extrême gauche, où l'on trouve des musulmans réformistes, des musulmans libéraux et des musulmans soufis. Comme moi, des personnes qui sont plus du côté spirituel de l'islam, qui le considèrent comme une religion personnelle sans forcément l'imposer à la communauté ou le forcer sur les autres. Jusqu'au centre, où il y a les musulmans traditionnels, et d'ailleurs, être au centre ne veut pas dire qu'ils sont modérés. Les musulmans traditionnels représentent la majorité qui n'a pas encore choisi de camp. Mais malheureusement, le problème ici, c'est qu'ils sont tellement endoctrinés par les personnes à l'extrême droite du spectre, qui sont les islamistes radicaux. Et les islamistes radicaux ont aussi différentes nuances, en commençant par les frères musulmans, qui sont des islamistes politiques, puis les salafistes, qui sont un peu plus radicaux qu'eux. Et les djihadistes violents, dont proviennent des organisations terroristes comme Al-Qaïda, Daesh, et tous ces groupes, des organisations terroristes violentes. Donc vous avez ce spectre-là. Mais le problème, c'est qu'avec les musulmans traditionnels ici au milieu, qui représentent la majorité des musulmans dans le monde et la majorité des musulmans dans les pays occidentaux, ils sont tellement endoctrinés par le discours des groupes islamistes radicaux, en particulier celui promu par les frères musulmans, qui sont l'organisation mère du Hamas. Par exemple, aujourd'hui, vous verrez que ces musulmans traditionnels croient que la Palestine, entre guillemets, ou la cause palestinienne, est un ordre divin pour lequel il faut se battre. Mais si vous consultez le Coran et les hadiths, nos textes sacrés en islam, il n'y a aucun mot, allusion ou mention. Même quelque chose qui s'approche de ce qu'on appelle la Palestine, ou quelque chose qui nous impose, à nous musulmans, le devoir de nous battre pour rien. En revanche, vous trouverez beaucoup de textes, beaucoup d'histoires sur le peuple israélien, sur Israël, et même dans l'un des versets très célèbres des sourates du Coran. Il est clairement dit que cette terre où se déroule aujourd'hui tout ce conflit appartient en réalité au peuple juif, au peuple de Moïse, aux fils d'Israël, aux fils de Jacob. Vous savez, donc je veux dire, regardez simplement votre Coran et vous verrez la vérité. Mais malheureusement, tous les musulmans ne le font pas, surtout. De plus, la langue du Coran est très difficile à comprendre. C'est un vieil arabe, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de musulmans d'aujourd'hui.
Ils dépendent des interprétations des islamistes radicaux, ce qui explique pourquoi nous en sommes arrivés là, où même les musulmans modérés sont malheureusement radicalisés. D'une certaine manière, cela dicte la majorité des politiques actuelles. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que l'on appelle l'Alliance rouge-vert? Comment les idéologies de l'extrême droite de l'islam se sont-elles fusionnées avec celles de l'extrême gauche, les socialistes et les communistes? Parce que vous savez, pour des personnes comme moi, rien de tout cela n'a de sens. La seule chose que je vois en commun entre les deux, c'est un véritable antisémitisme, une véritable haine envers les juifs. Est-ce que je comprends bien la situation? Absolument. Et pas seulement cela, c'est aussi de la haine envers les États-Unis, envers les valeurs démocratiques libérales et la civilisation occidentale. Donc, l'Alliance rouge-verte que nous avons commencé à voir se former seulement au cours des 5 dernières années, alors qu'en réalité, pendant de nombreuses années avant cela, les Verts, c'est-à-dire les islamistes radicaux, ont tout fait pour s'infiltrer dans d'autres groupes de la société. Parfois, ils ont essayé sous la bannière libérale en disant, vous savez, au nom des droits de l'homme et des libertés religieuses. Ils ont tenté de s'infiltrer auprès d'autres membres de la communauté américaine. En prenant les États-Unis comme cas d'étude, cela n'a pas marché en raison de désaccords sur les droits des femmes. Par exemple, avec la montée de la gauche progressiste, ou plutôt de la gauche radicale, comme je l'appelle, je ne la considère honnêtement pas comme progressiste, d'aucune manière. Ils sont tellement radicaux, la gauche radicale aux États-Unis. Depuis 2020, depuis cette époque, avec cette montée de la gauche radicale et son succès. En fait, des groupes comme les Frères musulmans et les islamistes radicaux, les Verts, ont commencé ou essayé de s'associer à ces groupes. D'abord à travers la campagne sur le changement climatique, cela n'a pas fonctionné, puis à travers la campagne lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer, et là non plus, cela n'a pas marché parce qu'il y a tellement de contradictions ici. Pourtant, lorsque la guerre de Gaza a éclaté, cela a en quelque sorte créé la bonne plateforme pour qu'ils se réunissent pour s'unir sous ce qui semblait être. Si vous regardez en pensant, oh, ce sont juste des gens qui se rassemblent pour une cause humanitaire à Gaza, vous savez, pour soutenir les personnes en temps de guerre et ainsi de suite. Mais non, ce n'était pas comme ça. Ils se sont réunis autour de cette idée, vraiment autour de cette idée, sans aucune honte de détester Israël pour ce qu'il représente, de détester l'Amérique parce qu'elle soutient Israël. Et ils ont commencé, pour la première fois peut-être dans l'histoire des deux groupes, à pratiquer l'antisémitisme en plein jour, sans aucune honte. Ils vont même jusqu'à se filmer en train de le faire, ce qui est insensé. Et dans des endroits comme les États-Unis, je ne vous parle pas du Caire, par exemple, ni d'aucune capitale arabe, mais bien des États-Unis. C'est un problème ici. Pour la première fois, ils ont montré leur vrai visage, mais historiquement, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que l'extrême gauche, les marxistes et les islamistes s'allient. Cela s'est vu au Moyen-Orient, l'exemple marquant étant l'Égypte. L'idéologie de Gamal Abdel Nasser qui a lancé le panarabisme ou a construit le panarabisme sur la haine d'Israël est exactement similaire à celle des frères musulmans. Ils ont construit leur idéologie panislamiste sur l'idée de haïr Israël. Donc c'est exactement la même chose. Au fil de l'histoire, ils ont souvent collaboré. Ce que nous voyons en Occident n'est qu'une nouvelle version de cette alliance rouge-verte. C'est comme ça que je l'appelle. Le mariage coupable entre les rouges, les marxistes et les verts. Les islamistes? Oui, nous l'avons vu avec la révolution en Iran, nous l'avons vu avec Arafat et le KGB. Je veux dire, c'est clairement quelque chose qui semble fonctionner et peut-être que le monde n'a pas encore vraiment tiré la leçon. Je voulais vous interroger sur les événements récents de l'administration Trump. Dire que les frères musulmans seront classés organisations terroristes, il faut que notre public sache qu'ils le sont déjà. En Égypte et dans des pays du Moyen-Orient. Il est donc temps que l'Amérique se réveille, mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? J'ai eu cette conversation l'autre soir avec mon mari. On voit vraiment l'Amérique, vous savez, côtoyer ces gens, avec le Qatar et avec la Turquie, dont les gouvernements sont dirigés par l'idéologie des frères musulmans.
En quoi est-il pertinent sur le plan pratique de qualifier les frères musulmans d'organisations terroristes aux États-Unis? D'une part et d'autre part, conclure des accords avec le Qatar et essayer de faire venir des soldats turcs ici, dans mon propre pays. Pouvez-vous nous expliquer cela et selon vous, où cela va-t-il mener? Excellente question. Espérons surtout que les soldats turcs n'iront jamais à Gaza. Ce serait un problème majeur pour Israël, l'Égypte et d'autres pays de la région. Espérons que cela n'arrive jamais. La première partie de votre question, qui est très intéressante et vraiment étonnante, nous vivons un moment historique où enfin les États-Unis prennent des mesures contre les frères musulmans. Et ce qui est beau, c'est que pour la première fois, ils nomment les frères musulmans. Dans le décret exécutif que le président Trump a publié hier concernant le lancement du processus de désignation des frères musulmans comme organisation terroriste. Il les a mentionnés nommément dans la désignation que le gouverneur du Texas a faite la semaine dernière. Il les a cités nommément pour la première fois. Avant, il ne mentionnait que des factions comme le Hamas, Azmul Saoura, etc. Mais ils hésitaient toujours à mentionner les frères musulmans. Donc, c'est un véritable tournant. Cela signifie qu'il y a une nouvelle politique visant à interdire réellement les vrais frères musulmans, l'idéologie elle-même, et pas seulement les islamistes. C'est un grand pas en avant. J'espère que cela aboutira. La seconde partie de la question est la plus complexe. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis et d'autres capitales occidentales ont hésité si longtemps à prendre une telle mesure, parce que cela pourrait mettre en danger leurs relations avec d'autres pays qui leur sont importants, bien sûr principalement le Qatar et la Turquie, qui sont les plus grands soutiens et sponsors des frères musulmans. Ils ne le cachent même pas. Ils soutiennent ouvertement les frères musulmans, leur donnent de l'argent et un appui politique. Et maintenant, en fait, le dilemme n'est plus pour les États-Unis. Le dilemme est désormais pour ces deux pays, la Turquie et le Qatar. Ils doivent choisir s'ils veulent. Maintenant, les États-Unis font ce qu'ils doivent faire. Ils défendent leur sécurité nationale en interdisant ces organisations terroristes et en mettant fin à ce danger intérieur ou à cette menace intérieure ou en bloquant cette menace intérieure. Le choix ou la balle est désormais dans le camp du Qatar et de la Turquie. Ils doivent choisir s'ils continuent à soutenir les frères musulmans, à les appuyer et donc à défier les États-Unis, ou s'ils abandonnent le groupe. Et ouvrir une nouvelle page avec les États-Unis et aussi avec les voisins arabes qui avaient déjà interdit les frères musulmans et simplement ouvrir une nouvelle page avec ces pays. Surtout pour le Qatar, après son nouvel accord ou sa nouvelle relation de sécurité avec les États-Unis. Est-ce que le Qatar est prêt à risquer cette relation pour garder le groupe mourant des frères musulmans? Je ne le pense pas maintenant. Ils doivent faire ce choix difficile eux-mêmes, pas les États-Unis. Vraiment? Peut-être qu'ils se moquent simplement de l'Occident, non? Et je pose cette question, c'est difficile pour moi de vous la poser en tant que femme musulmane, donc je vais essayer d'être délicate. Mais nous connaissons le concept de takfir dans l'islam qui signifie en gros, ou corrigez-moi si je me trompe, que vous pouviez mentir, conclure de faux traités, tromper vos ennemis pour gagner la longue guerre. Comment conclure des traités avec ces pays et leur faire confiance s'ils disent simplement d'accord, nous allons? Nous voulons de bonnes relations avec les États-Unis, donc nous allons prétendre ne plus financer les frères musulmans. Comment est-il même possible d'avoir ces conversations alors que nous savons que c'est un concept auquel ils croient vraiment? Absolument, votre question est très pertinente, mais en réalité, le concept s'appelle Tarkia. Désolée, je suis désolée. Oui, cela veut bien dire ce que vous avez dit, mais c'est au niveau individuel, pas étatique. Parce qu'un État peut continuer à soutenir secrètement une certaine organisation pendant un certain temps, mais il ne peut pas le faire indéfiniment. Et aussi, je pense qu'il est dans leur intérêt de ne pas faire cela avec les États-Unis, parce que s'ils perdent la confiance des États-Unis, ce sera une catastrophe. Cependant, du point de vue des États-Unis, je pense qu'il est important de ne pas les croire sur parole.
Oui, il est acceptable de leur accorder le bénéfice du doute pendant un certain temps. C'est d'ailleurs ce que l'administration américaine accorde actuellement au Qatar, à la Turquie et à d'autres. Mais à un certain moment, ces pays doivent commencer à prendre des mesures de renforcement de la confiance et ils doivent prouver qu'ils sont dignes de la confiance des États-Unis. S'ils cherchent une relation à long terme et pas seulement une relation temporaire liée à un certain président, puis une fois que ce président quitte ses fonctions, ils repartent de zéro. Donc, les mesures de renforcement de la confiance sont le mot-clé ici. Donc, j'espère qu'ils garderont cela à l'esprit en envisageant l'avenir de la relation avec ces pays arabes. Permettez-moi de partager une raison de mon optimisme. Le Qatar est déjà en train d'abandonner certains de ses affiliés dans certaines capitales occidentales qui posent un peu problème, y compris des membres des Frères musulmans. Des personnes qu'il a utilisées longtemps pour soigner son image, récemment ici aux États-Unis. L'une de leurs principales marionnettes dans les médias, selon moi, a été arrêtée aux États-Unis par l'Immigration and Customs Enforcement et ils n'ont rien fait pour le sauver ou intervenir d'une quelconque manière. Donc, il y a une raison à cela, c'est parce qu'ils font maintenant attention à redorer leur image. Je parle du Qatar qui cherche à redorer sa réputation afin de plaire au président Trump et de maintenir cette relation avec les États-Unis. Je pense qu'ils feront tout pour continuer ainsi. Je souhaite prendre du recul pour évoquer la région, la géopolitique et éventuellement aborder chaque pays. Je voudrais commencer par poser une question sur la Syrie. Que pensez-vous du nouveau dirigeant? Lui faites-vous confiance? Devrait-on lui faire confiance? Non, je crois que c'est un non ferme. C'est un non catégorique. Bien sûr, je suis tellement surprise que les gens le laissent même occuper ce poste. C'est un terroriste, bon sang. Ce n'est pas quelqu'un qui, tu sais, était radical et qui s'est réformé. C'est un terroriste. C'est quelqu'un, pendant au moins 20 ans de sa vie, il a gravi les échelons des organisations terroristes les plus dangereuses que le monde ait jamais connues. Comme Al-Qaïda, puis Daesh, puis il a quitté Daesh et fondé sa propre organisation djihadiste. Donc, sans exagérer, on peut vraiment l'appeler un terroriste et un djihadiste de carrière. Nous avons désormais un djihadiste de carrière ayant détourné un pays. Pays clé dans la région comme la Syrie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à cause de sa situation géographique, mais aussi parce que son influence culturelle sur la région du Levant est immense. Contrôler la Syrie, c'est dominer le Levant et contrôler l'Égypte revient à maîtriser le Moyen-Orient. Cela a toujours été ainsi, ceux qui étudient la géopolitique du Moyen-Orient comprendront. Donc la Syrie est maintenant contrôlée par un régime djihadiste. Un véritable terroriste est maintenant président de la Syrie, un vrai terroriste est maintenant président de la Syrie. Et devinez quoi? Il coopère étroitement avec l'un des régimes islamistes les plus dangereux de notre monde aujourd'hui, à savoir le régime turc qui le soutient sans condition. Et ils ont aussi essayé de le transformer en homme d'État et de lui apprendre à utiliser leurs tactiques pragmatiques. Des tactiques islamistes pragmatiques pour survivre aux critiques internationales. Et donc, en réalité, la situation en Syrie est très effrayante et très dangereuse et nous avons déjà commencé à voir des épisodes de ce terrorisme avec les Druzes et avant eux, les Alaouites et les massacres qui ont eu lieu, qui d'ailleurs ne sont pas différents des massacres commis le 7 octobre contre le peuple juif par le Hamas. C'est une situation grave. Si ces personnes restent au pouvoir, en moins d'1 an, regardez déjà tout ce qui s'est passé. S'ils restaient plus longtemps, ce ne serait bon ni pour la Syrie, ni pour la région. J'espère donc, Mouko, un portefeuille. Se réveillera au point où cela pourrait être encore pire qu'Assad. Et en Iran, étant une marionnette iranienne, où cela pourrait être? Ce n'était peut-être pas une marionnette iranienne, mais c'en est une turque désormais. Et la Turquie essaie bien sûr de s'engouffrer dans chaque brèche possible là où l'Iran s'est retiré sous la pression des forces israéliennes, donc dans chaque brèche d'où l'Iran s'est retiré. Vous trouverez la Turquie là-bas essayant de profiter de la situation et de s'imposer comme le nouveau hégémon dans la région.
Déplaçons-nous maintenant un peu plus à l'ouest, vers le Liban. Comme nous l'avons vu ces derniers jours, il y a eu plus d'activités entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Encore une fois, Israël, en ce moment, je pense, est dans une sorte de dilemme quant à la façon d'aller plus loin. Parce que vous savez, personne ne veut ouvrir une nouvelle guerre à nouveau. Je pense, vous savez, pensez-vous qu'on a accordé un peu trop de confiance au gouvernement libanais? Est-ce que c'est le gouvernement libanais? Est-ce que c'est simplement qu'il n'a pas l'autorité nécessaire pour faire ce qu'il avait promis de faire? Qu'attendre prochainement pour le Liban? Pensez-vous que le Liban... Malheureusement aussi, c'est très compliqué. Nous avions beaucoup d'espoir avec la nouvelle administration et la nouvelle direction là-bas, mais jusqu'à présent, ils ne tiennent pas leurs promesses. Il y a une inquiétude sérieuse que le Hezbollah soit en train de se reconstruire et de revenir, et qu'ils essaient de reprendre le contrôle petit à petit. Et c'est une véritable préoccupation sérieuse parce que cela signifie que tout ce qui a été accompli au cours des 2 dernières années pourrait être effacé en seulement quelques mois. Cela demande une action. Aussi, je crois que le plus grand problème du Liban, c'est qu'il n'y a pas de groupe majoritaire dans le pays. Je parle d'un groupe ethnique pouvant contrôler le pays, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que cela permet la diversité, ça rend difficile pour un groupe ethnique de persécuter les autres groupes. Et donc, le problème, c'est qu'ils ne parviennent à s'accorder sur aucune politique ni à s'entendre. Et cela ouvre simplement une brèche, un espace, un vide qui ne peut être comblé que par des organisations terroristes comme le Hezbollah et des puissances régionales comme l'Iran, par exemple. C'est en fait le principal problème du Liban. Mais je remarque aussi une popularité croissante d'Israël au niveau public. Je crois que beaucoup le cherchent au Liban. Ils considèrent Israël comme la réponse à leurs problèmes, comme la solution à leur dilemme actuel. Faute de leader local, ils se tournent peut-être vers Israël, voisin susceptible d'aider dans cette situation. Étant donné que la menace sécuritaire du Hezbollah n'est pas seulement une menace pour le Liban, mais aussi pour Israël. Descendons maintenant vers le sud, dans votre pays d'origine, l'Égypte. Quelle est la situation politique actuellement? Je veux dire, après des années, vraiment des années de bouleversement, depuis le printemps arabe, nous avons vu les frères musulmans arriver puis partir, et le terrorisme dans le Sinaï émerger puis disparaître. Nous avons vu, je pense, le soutien à la cause palestinienne croître, mais d'un autre côté aussi, vous savez, pourquoi l'Égypte n'a-t-elle pas ouvert les frontières et permis aux réfugiés d'entrer? Il se passe tellement de choses en Égypte. C'est un peu difficile à expliquer. Pouvez-vous essayer brièvement? Je sais que c'est compliqué, mais soyez bref. Quel est le climat actuel en Égypte et comment le gouvernement perçoit-il réellement Israël? Le traité de paix entre l'Égypte et Israël n'est pas chaleureux, mais est-il stable? Pour être honnête, Ashley, l'Égypte n'a jamais parlé de traité de paix, mais d'accord stratégique avec Israël, juste pour éviter la guerre avec eux. Mais ce n'est pas une vraie paix, ni une base pour une réelle relation de bon voisinage avec Israël. Cela n'a jamais été le cas. Donc si c'est un accord stratégique, Dieu merci, il est toujours en vigueur. Nous ne sommes pas en guerre. Jusqu'à présent, tout va bien, mais le problème, c'est qu'en réalité, l'Égypte lutte vraiment à l'intérieur. Elle lutte à tellement de niveaux. Le principal sujet, c'est la crise économique. Nous traversons la pire crise économique de notre histoire, de toute notre histoire, et cela dure depuis presque 7 ans maintenant. Sans solution, la situation empire même de jour en jour. C'est donc le plus gros problème ici, car c'est la raison pour laquelle le gouvernement égyptien, bien que, le président Al-Sisi en 2014, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était très favorable à Israël et à la paix avec Israël, et soutenait vraiment l'idée de relancer une relation chaleureuse avec Israël. Mais en raison de la situation économique difficile, les gens dans la rue sont en colère. Et beaucoup de citoyens de base sont en réalité contrôlés par des groupes comme les salafistes, ainsi que par les cellules dormantes des frères musulmans, la confrérie musulmane clandestine. La confrérie musulmane est interdite en Égypte, mais elle n'a pas totalement disparu. Elle existe encore sans être active.
C'est la seule différence, cependant. En fait, malheureusement, lorsque certains événements se produisent, comme le 7 octobre, la guerre à Gaza, et donc ces groupes islamistes radicaux refont surface et essaient de diriger l'opinion publique. Et ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est que ces groupes sont venus, les frères musulmans, et ils sont donc remontés à la surface une fois de plus et ont commencé à orienter l'opinion publique vers l'expression de l'indignation. Non seulement concernant la situation à Gaza, mais aussi contre le régime lui-même. Et le régime s'est retrouvé obligé de montrer qu'en réalité, non, je suis avec vous pour satisfaire le public, pour plaire à l'audience nationale. La manière la plus simple est de suivre le courant et de diaboliser Israël en le tenant responsable de tout, même de l'attaque du 7 octobre. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué le 7 octobre accusant Israël d'être responsable de l'attaque. Je l'ai, vous savez, tout le temps sur mon ordinateur, juste pour me rappeler la schizophrénie dans laquelle nous vivons. Et lorsque le moment arrive, même pour aider ou secourir les habitants de Gaza souffrant de la guerre, ils gardent la frontière fermée, mais chantent des chansons d'amour jour et nuit pour eux, la Palestine, Tahia, Palestine, etc. Mais quand il s'agit d'ouvrir la frontière pour que les gens en guerre puissent fuir comme réfugiés, ils ont refusé, Pour moi, c'est juste un symptôme de la schizophrénie politique chronique. Les gens disent que c'est de l'hypocrisie, mais j'appelle ça de la schizophrénie. Ce n'est rien d'autre que ce dans quoi nous nous noyons depuis si longtemps en tant qu'Égyptiens, depuis l'époque de l'interdiction du panarabisme, puis de la domination des frères musulmans, et ensuite du printemps arabe. Donc l'Égypte, malheureusement, connaît énormément de difficultés sur le plan intérieur, et cela affecte aussi ses politiques régionales. On pourrait discuter longuement de la Jordanie, des milices irakiennes, de l'Iran et des Houthis, ce qui suffirait pour un épisode entier. Mais en fait, je veux vous emmener encore plus à l'est, jusqu'en Indonésie. L'Indonésie est un pays tellement compliqué à comprendre pour moi en ce moment. D'un côté, on a vu sa dirigeante aux Nations Unies dire des choses plutôt optimistes, et aussi ici en Israël. Dans la rue, tout le monde a pensé enfin la paix avec l'Indonésie, préparons nos billets pour Bali. Tous les Israéliens ressentaient cela. Dès qu'on a la paix avec quelqu'un, ils veulent juste prendre l'avion et aller visiter. Mais d'un autre côté, je veux dire, je l'ai ressenti moi-même. J'ai été publiée sur des pages Telegram indonésiennes pour être, vous savez, signalée et bloquée. Et la quantité, vous savez, je dirais probablement 90% des commentaires haineux que je reçois, les commentaires très, très antisémites, ils viennent tous de personnes d'Indonésie. Je ne parle même pas des bots, mais de vraies personnes. J'ai l'impression que la haine dans la rue en Indonésie envers les Juifs et les Israéliens est tellement forte. Et pourtant, d'un autre côté, tu vois la dirigeante à l'Organisation des Nations Unies parler et tu es toute confuse. Attends, alors est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Les accords d'Abraham, est-ce que ce serait réel? Est-ce que ce serait comme si j'allais maintenant aux Émirats arabes unis et que je me sentais complètement en sécurité? Ou est-ce que ce serait un autre type d'accord, comme avec l'Égypte, où c'est stratégique et mieux? Je n'irai pas à la capitale. En fait, j'ai une explication à cela. Le problème, c'est que tout d'abord, c'est lié au gouvernement. L'Indonésie, pour commencer, est le pays musulman le plus peuplé du monde, et c'est en fait l'un des plus modérés, parce que pendant de nombreuses années, elle n'a pas été alourdie par les conflits du Moyen-Orient, comme d'habitude. D'autres pays arabes, par exemple, l'ont vécu ou en ont fait l'expérience, ou les peuples arabes l'ont vécu. Donc pendant très longtemps, elle est restée éloignée de tous ces problèmes, ce qui lui a permis d'être plus modérée lorsqu'il s'agissait d'interagir avec d'autres groupes religieux, chrétiens, juifs et ainsi de suite, et même avec des groupes religieux non abrahamiques. Donc, c'est l'Indonésie sur le plan historique, mais au cours des dernières décennies, au moins depuis les années 1990, Al-Azhar en Égypte, l'une des plus grandes institutions sunnites, a commencé à être très active pour entrer en contact avec les musulmans d'Asie du Sud-Est, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie et ainsi de suite. Et malheureusement, en leur transmettant la religion, en les éduquant sur la religion et ainsi de suite, ils ont aussi transmis le poids politique.
Cette schizophrénie politique dont nous venons de parler a été transmise à ces populations qui vivent très, très loin du Moyen-Orient, en Indonésie, en Malaisie et dans tous ces pays du sud-est asiatique. Et avec le temps, ils les ont radicalisés en leur faisant croire que haïr les Juifs est un devoir musulman, que tous les musulmans devraient être en mission de djihad contre les Juifs. Et c'est pourquoi vous trouverez parmi ces populations beaucoup de personnes qui pensent qu'il est bon de haïr les Juifs. C'est une chose divine de haïr les Juifs et de haïr Israël, et de souhaiter cela à Israël et ainsi de suite. Et malheureusement, oui, c'est une partie de l'Égypte, vous savez, qui a exporté tant de choses dans le monde. Toutes sont mauvaises en réalité, y compris celle-ci. Eh bien, pas vous, je devrais le préciser, pas vous. Donc, vous dites que lorsqu'ils disent, et ils le disent partout, vous savez, les islamistes radicaux, ils disent « Oh non, nous ne sommes pas antisémites, nous sommes seulement antisionistes ». C'est un gros mensonge, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Si vous êtes antisioniste, vous êtes antisémite, parce que l'antisionisme signifie que vous rejetez le droit du peuple juif à l'autodétermination. Et si vous faites cela, vous êtes antisémite. Le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, certains disent « je suis seulement anti-Israël ». J'ai vu une grande influenceuse américaine dire « je ne suis pas antisémite, juste anti-Israël ». Peut-on imaginer quelqu'un dire « je suis anti-Égypte, anti-Irak, anti-Pakistan ». Vous savez, je veux dire, comment peut-on être contre un pays, quel qu'il soit? Vous savez, c'est absurde, mais malheureusement, ils se permettent de le faire comme une sorte de couverture politiquement correcte pour l'antisémitisme. Donc au lieu de dire « oui, je suis antisémite » et d'en être fier, non, ils en sont fiers à l'intérieur. Mais ils vous donnent une étiquette qui est politiquement correcte et acceptable dans les sociétés occidentales, comme « oh, antisionisme, anti-Israël, anti-bla-bla-bla ». Mais nous savons ce que cela signifie. Dalia, tu es une alliée précieuse du peuple juif et d'Israël, merci pour cela. Comme tu le sais, les Israéliens aiment être très critiques envers eux-mêmes et leur gouvernement, surtout avec notre longue relation. En tant qu'allié, je te laisse maintenant le micro pour que tu puisses aussi nous critiquer, Israël. Qu'a mal fait Israël ces 2 dernières années? Ça peut être, tu sais, quelque chose de tactique ou quelque chose que nous faisons mal. En termes de relations publiques, qu'est-ce que nous ne faisons pas correctement? Je crois qu'Israël est un pays formidable, et plus je connais le peuple israélien, plus je tombe amoureuse d'eux et plus j'aime. Je tombe amoureuse de l'idée d'Israël. Mais le problème, en réalité, c'est peut-être qu'Israël a encore du mal à bien se vendre et à promouvoir sa propre image de marque. Et je peux comprendre cela parce que la priorité a toujours été de lutter contre les terroristes. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes les ressources pour tout faire en même temps. Mais je pense que c'est l'un des plus grands, peut-être des points faibles d'Israël aujourd'hui. Il faut qu'Israël se présente correctement d'abord auprès des Arabes autour de lui, parce que, eh bien, ce sont les voisins immédiats, et aussi auprès du reste du monde. Ainsi, pour éviter toute faille future que certains pourraient exploiter contre Israël. Simplement parce que vous ne vous êtes pas présenté correctement, ni montré votre vraie beauté au monde. Vous la gardez pour vous, pensant ne pas devoir la partager, mais c'est nécessaire car le monde est malheureusement très cruel. Que si vous ne faites pas cet effort, ils ne vous reconnaîtront pas pour qui vous êtes. Israël, notamment son gouvernement et son peuple, devraient renforcer ses efforts diplomatiques pour combattre les forces du mal. Surtout à une époque où nous avons d'énormes machines médiatiques comme Al Jazeera et des médias financés par le Qatar. Ils essaient simplement de diaboliser Israël jour et nuit et de dire des choses sur Israël qui ne sont absolument pas vraies. Je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi j'agis ainsi, mais si je peux ajouter quelque chose, je le ferai. Le ministère du Tourisme en Israël doit agir pour réduire le coût des vols et hôtels. Beaucoup veulent venir en Israël pour voir, mais n'y vont pas car c'est trop cher. Nous devrions aider chacun à venir constater la situation par eux-mêmes. Avant de finir, je veux revenir brièvement sur ton histoire pour que les gens comprennent vraiment. Nous sommes assises ici et nous parlons de géopolitique et tu es fascinante et on pourrait rester ici toute la journée. Il y a tellement à apprendre et à absorber de toi, Dalia, vraiment.
Mais je veux que les gens comprennent vraiment et apprécient pleinement tout ce que tu as sacrifié sur le plan personnel. Pour dire ta vérité, pour essayer de réveiller ta propre société sur la façon dont elle souffre de schizophrénie, je pense que les gens ne comprennent pas pleinement que tu ne peux pas rentrer chez toi et visiter ton pays d'origine. Non, malheureusement, c'est fini pour moi. Je ne peux plus retourner en Égypte parce que si j'y vais, je serai immédiatement tué ou arrêté, pas à l'aéroport, mais dès l'avion. Tu sais, il y a des accusations de haute trahison déposées contre moi, et même si je survivais à ces accusations, le grand public pourrait très facilement me tuer. Ils croient maintenant que je suis une espionne sioniste, malheureusement à cause des nombreuses campagnes de diffamation contre moi. Oui, c'est très douloureux, mais je m'en souviens à chaque fois. Aussi, l'histoire des Juifs égyptiens qui ont dû partir à certaines périodes de l'histoire, depuis l'époque du roi Pharaon jusqu'à l'époque de Gamal Abdel Nasser. Voir comment ils ont survécu et prospéré. Je me rappelle simplement que, comme eux, je peux aussi survivre et prospérer loin de mon pays d'origine. C'est douloureux, croyez-moi, c'est tellement douloureux, douloureux à bien des égards, et j'ai encore, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mal à l'accepter. Mais que puis-je faire? Vous savez, tout ce à quoi je pense, c'est de m'accrocher à mes souvenirs et de faire de mon mieux pour rendre le monde meilleur. Où que je sois dans ce monde. Est-ce qu'il t'arrive de le regretter? Est-ce que tu te dis parfois pourquoi ai-je dû ouvrir la bouche? Non. Non, 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 je veux dire, non, non. Après ce que j'ai vu le 7 octobre, non, j'aurais regretté de ne rien dire, mais là, non. Même en connaissant les conséquences, je referais la même chose si c'était à refaire. Dalia, merci beaucoup, non seulement pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu fais, pour le fait de t'engager. Tu sais, pour la vérité, pour la raison et pour la paix, pour la vraie paix. Merci infiniment pour tout ce que tu apportes au monde. Tu es vraiment apprécié. Et j'espère, tu sais, j'espère vraiment être enceinte maintenant, donc je ne prendrai pas l'avion de sitôt. Alors j'espère vraiment que la prochaine fois que je te verrai, ce sera ici en Israël. Je l'espère aussi, peut-être bientôt avec un peu de chance. Merci beaucoup Ashley pour tout, merci. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode intéressant et inspirant. Si oui, pensez à le partager. Abonnez-vous à JNS Télévision, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications et assurez-vous d'aimer et de laisser un commentaire. On se retrouve la prochaine fois.